Bonsoir. Du coup, ce soir nous allons parler d'event sourcing. Et du coup, c'est un sujet qui est assez à la mode en ce moment, notamment par la frénésie du big data et également d'effervescence des bases de données NoSQL. Donc, de base, l'event sourcing préserve la donnée, si on peut dire ça comme ça. Et tout au long de la présentation, on verra pourquoi justement, contrairement aux approches traditionnelles, passer par cette approche-là, on va dire, permettra en tout cas à une application qui a pour but de rester, on va dire, qui a pour but de s'étaler sur plusieurs années, va permettre de pouvoir collecter énormément d'informations et de pouvoir exploiter cette information-là au fur et à mesure de la durée de vie de l'application. Donc, on verra ça comment, en tout cas on pourra le faire. Et donc, nous allons commencer donc par les principes de l'event sourcing. Donc, voir que finalement, ce n'est pas forcément un sujet qui est si récent que ça, c'est même assez vieux. Mais étant donné que la mode actuelle, c'est toujours de refaire du neuf avec du vieux, donc on va juste adapter les nouvelles, on va juste prendre les nouvelles définitions d'aujourd'hui. On va également utiliser le jargon de l'event sourcing, en tout cas moderne, pour pouvoir justement mieux discuter de ces idées-là. Également, on discutera, ou plutôt on verra l'architecture d'un code qui est basé sur l'event sourcing également, sur plusieurs aspects. On va pouvoir également voir quelle base de données on peut utiliser pour faire de l'event sourcing. Je pense que c'est pour intéresser pas mal d'entre vous, notamment pour voir est-ce qu'il y a déjà des choses dans le marché qui permettraient déjà de commencer à se mettre dedans. Et ensuite faire une comparaison avec l'existant. Alors quand je dis l'existant, je parle d'une application classique. Maintenant, quelle est la différence entre ce qu'on fait maintenant, de façon très traditionnelle dans pas mal d'applications, avec une version faite par l'event sourcing. Donc, avant de commencer, je vais me présenter. Donc, je suis Yuri Klopa. Je suis fondu de programmation fonctionnelle, donc principalement Haskell et Scala. Donc, ça fait 7 ans que je fais du Scala maintenant et 6 ans que je fais de l'Haskell. Donc, j'ai de l'expérience professionnelle sur les deux langages. J'ai pas mal de projets open source également sur ces deux langages-là, dont un qui est lié à la présentation qu'on fait aujourd'hui. Je suis assez fan des systèmes distribués. C'est une passion qui m'est venue quand je travaillais sur les supercalculateurs dans des précédentes missions. Et je suis également amateur d'ingénierie de compilateurs. Donc j'ai quelques contributions sur le compilateur d'Haskell d'ailleurs. Je suis aussi contributeur principal d'un langage alternatif qui s'appelle Frigg. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon, c'est une sorte d'Haskell qui tourne sur la JVM. Et j'ai d'autres expérimentations de mon coin, comme des algorithmes d'inférence de type et des trucs comme ça sur mon temps libre. Voilà. Donc, les principes de l'event sourcing. Alors, comme j'avais dit initialement, l'event sourcing a pour principal but d'éviter la perte de données. Et donc, ce qui va être fait, c'est qu'on va mettre, généralement, quand on est dans une application qui est classique, lorsqu'on ne veut pas perdre de données, on va essayer de mettre en place un système d'historisation, ou à la limite, un système de ce qu'on appelle de piste d'audit ou audit trail, pour essayer de savoir, en tout cas, si le système n'a pas en tout cas agi d'une façon attendue, qu'est-ce qui s'est passé pour savoir quel est le bug qui a causé cette perte d'information. L'event sourcing va prendre ces deux aspects-là et va les mettre au premier niveau, en fait. C'est que de base, le système va garder l'historique et de base, on va pouvoir garder l'intention et savoir qui a fait quoi à tel moment. Donc l'idée, c'est de pouvoir, en fait, revenir à un état du système si quelque chose ne va pas et qu'on ne perd rien, en tout cas. Et donc, comment cela est possible ? C'est simple, c'est qu'on va se contraindre sur les choses qu'on peut faire sur le système. C'est que maintenant, on va s'autoriser uniquement que d'ajouter on va seulement ajouter des choses en fait. On ne va rien supprimer, on ne va rien modifier. Juste ajouter. Quelque chose de non naturel dans la vie, je veux dire. C'est qu'il y a plein de professions qui sont basées comme ça. Notamment si on regarde les comptables, quand on regarde leur journal de comptabilité, ils ne suppriment rien s'il y a une erreur. Ils font des corrections en rajoutant, on va dire, s'ils ont retiré un peu trop de sommes sur le compte, ils vont seulement rajouter la somme équivalente pour juste corriger l'erreur précédente. Mais on ne supprime rien.
C'est pour ça qu'on dit que c'est une profession qui est basée sur le stylo et non sur les crayons de papier. C'est qu'on ne peut pas raturer, on ne peut rien modifier, tout est gardé et on fait que des ajouts. Voilà. Hop. Donc, maintenant, il faudra justement penser autrement sur l'application. C'est qu'il faut voir un événement comme un fait dans l'application. Et disons que généralement, dans une application classique, on va sauvegarder l'état de l'application dans le système. Dans l'event sourcing, l'état devient quelque chose de transient en fait. C'est quelque chose qu'on va pouvoir régénérer en relisant les flux depuis le début. Donc, les événements sont stockés en séquence, donc on suppose l'ordre. Alors, ce n'est pas une obligation, mais dans toutes les implémentations courantes, on va dire qu'on suppose un certain ordre. Et effectivement, juste pour avoir l'état du système, on a juste à relire les événements depuis le début. Ça, c'est la plus grande, peut-être, différence qu'il y a entre un système classique. Par exemple, si on utilise une base de données relationnelle, où généralement, on va stocker l'état du système dans la base de données, quoi. Ce qui veut dire que si quelque chose casse, l'application est cassée. Alors que dans l'event sourcing, vu qu'on a juste à relire le système, on peut très bien revenir à un endroit où le système fonctionnait, arriver à l'endroit où ça ne fonctionnait plus et voir qu'est-ce qui se passait justement, parce qu'on peut régénérer l'état du système à ce moment-là en fait. Hop. Donc voici un exemple de flux. Donc, on voit qu'il y a 3 events. Donc un event, ça peut être un compte créé. Voilà. Un autre événement, ça va être un ajout de 100 € et un retrait de 50 €. Maintenant, le truc qui est bien avec ce genre de structure, c'est qu'on peut avoir plusieurs grilles de lecture différentes en fonction de ce qu'on veut extraire de cette information-là. On peut très bien avoir une première grille de lecture qui dit « Ok, dis-moi combien d'utilisateurs il y a et combien cet utilisateur a d'argent sur son compte, par exemple. » On peut également on peut juste extraire tous les noms des comptes utilisateurs avec ça. On peut également peut-être faire la somme de tout ce qui a été ajouté, par exemple, tout ce qui a été retiré. Enfin, on peut lire ça de différentes façons. Là, j'ai volontairement pris des exemples assez simples, mais l'idée, c'est que parce qu'on ne se fait que stocker des events, on peut vraiment lire l'application de la façon dont on veut, en fait. Donc, comme pour tout domaine, l'event sourcing a un jargon bien à lui. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous le présenter. Donc, un fait durant la vie de l'application, donc on appelle ça un événement. Donc ajouter un compte utilisateur, créditer un compte, débiter un compte. Ça, c'est un fait d'application, on appelle ça un événement. Lorsqu'on a un ensemble d'événements qui fait partie d'un domaine applicatif particulier, on appelle ça un stream ou un flux. Bon, je préfère maintenir stream juste pour rester, on va dire, cohérent avec le vocabulaire anglo-saxon qui est principalement utilisé dans ce genre de technologie. Lorsqu'on a un ensemble de streams, on appelle ça un store ou un event store. Et lorsqu'on, par exemple, on dérive l'état applicatif du système à partir d'un stream, donc à partir d'un ensemble d'events, on appelle ça une projection. Donc par exemple, tout à l'heure, quand j'ai pris l'exemple d'un client qui a été rajouté, un compte qui a été créé et qu'il y a eu un crédit d'argent, il y a un débit d'argent, et ma projection, si j'estime que ma projection, c'est de savoir quel est à l'heure actuelle le statut du compte du client, j'ai juste à regarder tous les events et faire les actions associées. Par exemple, je crée un nouveau compte, je crée les informations nécessaires au nouveau compte. Il y a écrit ajout 100 €, je rajoute 100 € dans le compte. Il y a écrit je soustrais 50 €, je soustrais 50 €, donc du coup, quel est l'état du système? C'est j'ai mon compte qui s'appelle avec un monsieur qui va s'appeler Paul, par exemple, et son statut, c'est 50 € sur son compte, par exemple. Voilà. Donc ça, par exemple, ça, c'est une projection. Voilà. Donc représenter l'état applicatif par des événements, c'est ça l'event sourcing, en fait. Et si on se base sur de l'anglais, sourcing, événement, et sourcing, c'est le fait de fournir, on va dire. Donc c'est le fait justement de représenter l'application sous forme d'événements, de stocker ces événements et de pouvoir justement récupérer l'état du système juste en relisant ces événements depuis le début vers la fin. C'est ça qu'on appelle l'event sourcing, globalement. Donc, l'architecture du code. Alors, l'architecture d'une application d'event sourcing diffère assez fondamentalement d'une architecture, d'une interface de type CRUD, dans le sens où on pourrait très bien exposer les mêmes genres de fonctionnalités via une interface commune, ça, il n'y a absolument aucun problème.
Mais par contre, si on fait une suppression, par exemple, la suppression va juste être logique, en fait. Ça va pas être une suppression définitive. Et donc, il y a également aussi une différence au niveau des responsabilités qui sont partagées au sein des objets qui vont être utilisés dans l'event sourcing. C'est que, par exemple, on va limiter un objet unique à un seul stream, par exemple. Ça veut dire que si on a un stream qui va s'appeler compte utilisateur avec un nom comme Paul, par exemple, il y aura un seul et unique objet qui sera responsable de ce stream-là. La raison est simple, c'est que en faisant ainsi, c'est beaucoup plus facile de raisonner en qui va pouvoir écrire sur ce flux-là et comment on peut justement maintenir les contraintes de consistance facilement. Parce que si on sait que finalement il n'y a qu'une seule personne qui peut écrire sur ce flux-là, c'est beaucoup plus facile de dire bah, je sais très bien comment, je peux très bien prouver la consistance de mon système vu que je sais qu'il n'y a que lui qui peut le modifier. Donc ça va être le premier point. Et le nom qu'on va donner à ce genre d'objet, ça va être un agrégat. Alors pourquoi un agrégat? Bon, bah, c'est un nom qu'on a trouvé comme ça, mais ça s'appelle juste un agrégat. Il n'y a pas vraiment de raison logique derrière, c'est juste que c'est par pure nomenclature, on appelle ça un agrégat. Donc un agrégat, globalement, c'est quoi? Bah, c'est un objet qui est responsable de l'écriture. Et ça va être aussi à cet endroit-là qu'on va appliquer toutes les règles métiers, justement. Parce que vu qu'il est dans la mesure de pouvoir garantir la consistance du système, enfin de son flux à son niveau, et ben c'est à cet endroit-là qu'on va justement mettre toute la logique métier de contrôle, par exemple. Exemple, si on veut effectuer un retrait d'argent, mais il n'y a pas assez d'argent, ben c'est cet objet-là qui serait le plus en mesure de pouvoir le faire. Et donc, globalement, un agrégat, c'est quoi? Bah, c'est simplement quelque chose qui reçoit des commandes. Et si ces commandes sont valides, entre guillemets, bah, il va sauvegarder les événements. Mais s'il sauvegarde les événements, ça veut dire qu'il a également une référence sur le store qui permet de sauvegarder les événements. Voilà. Donc c'est juste ça. Donc là, on pourrait voir un exemple de situation, en tout cas, où on va interagir avec un agrégat. Donc voyez un agrégat comme une classe dans n'importe quel de votre langage favori, ce serait pareil. Et donc on va lui soumettre une commande, donc la commande ce serait bon, créer un compte, lui va faire toutes les règles de vérification possibles à son niveau. Et si ces règles sont rencontrées, bah, il va émettre un événement compte créé. Comme ça, plus tard, si on veut à nouveau redémarrer le système, eh ben, on a juste à lire les events compte créé, ben, très bien, je prends le compte qui a été créé, je prends les informations et je mets à jour mon système, entre guillemets, pour prendre en compte ce nouveau compte qui a été créé. Maintenant, on écrit, mais le plus important dans une application, généralement, c'est sa lecture. C'est comment maintenant j'arrive à exploiter les informations que j'ai sauvegardées dans mon système avec comment je peux extraire justement des informations à partir de tous ces événements-là. Pour ce faire, on va créer autant de projections possibles que l'on souhaite. Et donc, quand je disais projection, c'est le fait de relire un stream depuis le début, choisir une grille de lecture qu'on souhaite. Par exemple, ça peut être soit le nombre de comptes qui existent dans ma banque, ça peut être l'état, ça peut être le statut du compte en banque d'un client, ça peut être n'importe quelle grille de lecture. L'idée, c'est pas de se limiter par ce qu'on veut lire, c'est juste de faire autant de grilles de lecture qui nous plaît en fait. Parce que vu qu'on ne stocke pas l'état du système dans la base de données, on peut dériver n'importe quel état qui nous passe par la tête en fait. C'est ça qui est pratique avec l'event sourcing. Et donc, l'avantage justement de pouvoir avoir n'importe quelle grille de lecture, c'est qu'on n'a absolument aucune limite des technologies qu'on peut utiliser. Et donc, par exemple, si vous avez dans vos systèmes, vous avez un besoin d'avoir des requêtes contextualisées qui sont difficilement exprimables avec des requêtes SQL classiques, bah, rien ne vous empêche, par exemple, de faire un modèle de lecture qui va stocker des informations dans une base de données qui s'appelle GraphSQL, par exemple. Si vous voulez faire de la recherche full text sur tous les events que vous avez stockés dans votre système, Kibana, eh ben, c'est toujours mieux de passer par Elasticsearch, rentrer ce que vous voulez dedans en lisant les events qui sortent de l'Event Store, et aller sur votre Kibana et exploiter les données directement. Si maintenant vous voulez juste faire des requêtes qui sont relationnelles, bah, autant utiliser une base SQL en fait. Et si même vous avez besoin de faire les trois en même temps, vous pouvez le faire aussi. C'est-à-dire que l'idée de l'event sourcing, c'est avant tout d'arrêter de croire que
on n'a qu'une seule base de données en fait. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Si c'est la meilleure solution possible, c'est ce qu'on fait. Donc une projection, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Une projection, c'est juste une fonction qui prend deux paramètres, qui va prendre l'état actuel de ma projection, un event, donc l'événement, ça va être un compte a été créé, on a rajouté 100 €, on a retiré 100 €, ça c'est un événement, et on va du coup appliquer la logique à l'événement et produire un nouvel état. Donc fondamentalement, l'event sourcing est très orienté fonctionnel. L'idée, c'est qu'on cherche l'immutabilité à chaque fois. C'est qu'on ne veut pas faire de mutation, on veut à chaque fois créer une nouvelle instance d'un état en fait. Donc par nature, l'event sourcing est fonctionnel. Et d'ailleurs, pour ceux qui, je sais pas, font du Scala peut-être, la signature de cette fonction peut rappeler FOD-left. Je ne sais pas si parmi vous, certaines font du Scala. Eh ben, ça peut rappeler FOD-left. Pour ceux qui font du Node.js, je crois que c'est reduce-left. J'ai pas tous les langages en tête pour ça, mais globalement, c'est que c'est quand même un pattern qui est extrêmement commun et qui est utilisé en fait dans plein d'applications. C'est-à-dire que si finalement j'ai envie de reconstruire l'état de mon système, je vais juste appliquer cette fonction-là autant de fois que j'ai d'events, et à la fin, j'aurai mon état final, quoi. Voilà, c'est le principe. Et donc, ce que j'ai dit juste avant, c'était que grâce à cette vision, rien ne nous oblige d'avoir une seule base de données. Parce que premièrement, toutes les bases de données ne se valent pas, quoi. Certaines ont des spécificités que d'autres n'ont pas. Certaines ont des meilleures performances sur certaines conditions que d'autres. Et que l'idée de dire que finalement, je vais juste prendre la même base de données parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait, ce n'est pas forcément la bonne solution. Avec l'event sourcing, justement, on peut se dire, vu que je peux avoir autant de grilles de lecture différentes, je peux utiliser, selon le cas de figure, je peux utiliser la technologie qui me scie le mieux, en fait. Et du coup, c'est la fin, sa réflexion, c'est la fin du t-shirt unique, quoi. C'est qu'on n'est plus là à se dire, on a une licence Oracle, une licence Oracle sur la base de données, on va mettre du Oracle partout. Des fois, la base de données Oracle n'est pas forcément adaptée à ce qu'on essaye de faire, et que finalement, on passe plus de temps à essayer de l'adapter à faire ce qu'on veut que vraiment faire ce qu'on a vraiment besoin de faire. En fait, du coup, on crée pas mal de code, pas mal de dettes techniques juste pour arriver à le faire conformer à ce qu'on veut faire, et on perd énormément de temps. Alors que tout ce que finalement on aurait juste à faire, c'est juste de prendre un outil qui est plus adapté au système, lui donner une autre grille de lecture en relisant les events et en le peuplant comme on voudrait l'avoir en tout cas, et profiter de la technologie qui est offerte par ces bases de données en fait. Et donc, la première bonne nouvelle, c'est que pour utiliser une base de données d'event sourcing, on n'est pas obligé, on peut très bien utiliser les bases de données relationnelles classiques. Rien ne nous oblige de passer par un modèle dédié. Le plus important, c'est de juste d'exposer les sémantiques d'une base d'event source. Donc, comme j'ai dit initialement, la base, c'est de ne pas autoriser la suppression, d'autoriser que l'ajout, entre guillemets, et de ne pas autoriser la modification. Si finalement, vous avez une base SQL classique et vous arrivez à implémenter ce genre de logique dessus, techniquement, vous faites de l'event sourcing. Et donc, si vraiment c'est quelque chose que vous voulez faire, il y a plein de blogs sur ce sujet-là, dont un de Greg Young, que si vous voulez, je pourrais vous passer le lien directement. Et il parle justement de comment représenter ces schémas de manière à avoir une base event sourcée, sans pour autant, on va dire, mettre à la poubelle peut-être l'expérience que votre entreprise a sur une technologie particulière, comme sur Oracle, comme sur Postgre, comme SQL Server, ou MariaDB, ou je ne sais encore. Mais on peut également aussi utiliser une base de données qui est spécialisée. Et pour cela, il y en a une qui s'appelle GetEventStore. Donc je ne sais pas si parmi vous quelqu'un connaît GetEventStore, au cas où. Oui. Eh bien, GetEventStore est une base spécialisée dans l'event sourcing. Elle est multiplateforme. Donc elle marche sur Linux, sur OS X, sur Windows. Je ne l'ai pas essayé sur FreeBSD, mais disons que si elle marche sur les trois, je considère que c'est multiplateforme, donc c'est bon. Elle est multilangage également. C'est que officiellement par l'entreprise, elle supporte le .NET et la JVM. Donc ça, c'est les deux drivers qui sont officiellement. Communauté de clients tiers, dont le mien justement qui est écrit en Haskell. Et il y en a d'autres en Node.js aussi. Il y en a d'autres en Erlang, en Elixir, en PHP aussi, en Go, si je ne me trompe pas.
enfin toute une variété de clients. Donc, ça veut dire que qu'importe votre crèmerie à l'heure actuelle, vous pourrez très bien utiliser ce système-là en fait. Alors, il y a aussi d'autres features qui sont, je pense, qui font justement l'intérêt de passer par une base de données qui est dédiée à l'event sourcing comparé à l'approche initiale que je vous ai donnée, c'est que bah, déjà, cette base de données-là va vous offrir également une interface REST, au cas où si finalement vous êtes dans un langage tellement de niche ou que vous ne pouvez pas finalement passer par les clients classiques, vous pouvez très bien interagir avec ces bases de données uniquement en passant par du REST. Et le REST est complet. Vous pouvez ajouter des events, créer des projections, créer des streams, vous pouvez tout faire avec. Donc, vous pouvez tout faire par REST si vous voulez. Ça peut également fonctionner en cluster, donc si vous avez des besoins de haute disponibilité, eh ben, ça peut fonctionner en cluster. Il est assez flexible sur la configuration, on peut soit configurer avec des IP statiques, soit on peut aussi lui fournir un serveur DNS qui va récupérer ça pour nous. C'est pratique. Il a plutôt des bonnes performances. Alors, en écriture, on est à peu près à 10 000 écritures par seconde. Alors bien sûr, ça dépend de la configuration du système, ça dépend également de quand vous allez l'exploiter. Et on est à peu près à 50 000 lectures par seconde. Alors oui, si on le compare à Kafka, par exemple, ça peut faire sourire de voir quelqu'un qui dit que ça va super vite et qui écrit 10 000 alors que Kafka fait certainement, je crois, autour des 100 000 écritures par seconde. Mais il faut bien comprendre que les deux ne proposent pas les mêmes fonctionnalités. Même si effectivement il y a un système qui pourrait ressembler à peu près à ce que fait Gateway Store, c'est clairement pas la même cible entre guillemets. Après ça, je pourrais revenir dessus plus tard. Il y a également aussi un système de complex event processing. Et ce que permet de faire le complex event processing, ça permet justement de créer des streams en appliquant des contraintes temporelles ou spatiales, par exemple. Dire, OK, donc si je reçois, par exemple, tous les 5 secondes tel event, alors émets tel event, par exemple. Ça permet de faire de ce genre de règles. Parce que des fois, on a certains métiers, dont notamment quand je travaillais sur les supercalculateurs de Seagate, on avait des règles qui disaient si on reçoit tant d'events de disques durs qui se déconnectent, alors ok, change de route, passe par un autre disque dur et n'essaie pas celui-là et préviens que celui-là il est mort par exemple. C'est ce genre de règles qu'on peut implémenter directement dans ces bases de données là. Et le langage qui est utilisé pour justement implémenter le complex event processing, c'est du JavaScript. Donc je pense que c'est le dénominateur commun, vu que tout le monde, à peu près, je pense, s'écrit JavaScript. Et surtout, sa plus grosse feature, à mon avis, c'est les souscriptions, ce que je vais détailler plus tard. Et on va justement voir en quoi elles permettent vraiment de faciliter le design que j'ai discuté juste avant, notamment sur la dérivation de plusieurs états de lecture différentes. Comment ? Oui, la base de données, elle peut être branchée en cluster en fait. Donc on peut en mettre autant qu'on veut. Comment ? Avec des réplications. Oui, alors il est basé sur un système de consensus d'abord. Donc en fait, c'est qu'il y aura un node qui va être, il y aura une phase d'élection qui va décider qui est le master. Et du coup, on peut choisir déjà de 1 si on veut que toutes les écritures passent par master. Généralement, c'est ce que je conseille. Mais sinon, on n'est pas obligé. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'une fois que master va valider l'écriture, il va prévenir aux autres qu'il faut répliquer les données en fait. De manière que si on perd master, ben, les autres n'ont pas perdu la donnée, ils ont également leurs versions qui ont été répliquées. Donc oui, il est distribué, il y a de la réplication, on peut mettre autant de clusters qu'on veut. Et ça fait penser qu'également que Event Store est disponible en 2 versions, la version community open source classique, et il y a aussi également une version commerciale. Et la version commerciale vient avec également des outils en périphérie, notamment pour tout ce qui est la gestion des clusters, gestion de migration, en plus, qui peut être pas mal. Alors qu'en open source, il faut le faire soi-même. C'est pas la mort honnêtement, mais effectivement, il y a pas mal d'outils qui rendent ça beaucoup plus facile si on prend la version commerciale. Et donc, les souscriptions, elles sont de 3 types. Donc, on a le premier type de souscription, c'est volatile. Elle est volatile dans le sens où en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander de s'abonner à un stream en particulier. Et en s'abonnant à ce stream-là, on va pouvoir recevoir des notifications que des changements ont survenu sur ce stream-là. Donc ça, c'est le modèle le plus simple. Le deuxième, c'est le catch-up. Alors, le catch-up, ce qu'il va faire, c'est qu'on va pouvoir lui indiquer une souscription, mais on peut lui indiquer un point de départ, en fait. On peut lui dire, OK, je veux recommencer à relire ce stream à partir d'un certain point, et une fois que tu es revenu au même niveau
que le dernier event qu'il y a dans le stream, bah maintenant, s'il te plaît, abonne-moi avec une souscription volatile. Ça peut être pas mal, notamment pour mettre en place ces différents modèles de lecture, ou, par exemple, vous voulez mettre à jour votre Elasticsearch automatiquement à chaque fois qu'il y a un nouvel event, par exemple, comme j'ai montré tout à l'heure. Mais je vais montrer le schéma qui est juste après, parce que j'ai oublié que ce schéma venait juste après. Et le persistent, c'est, contrairement aux deux premiers modèles de souscription, c'est que, par exemple, si j'ai deux objets, parce que les souscriptions dans GetEventStore peuvent être faites programmatiquement, c'est que ce n'est pas comme du Kafka où on doit créer un topic avant de pouvoir l'exploiter. C'est que là, on peut très bien, le programme peut de lui-même dire je veux m'abonner à tel flux. Il peut le faire automatiquement. Et du coup, si par exemple on a deux objets qui vont s'abonner à un stream, chacun va avoir un offset différent. Et cet offset-là sera propre à chaque souscription. Mais ce qu'on peut implémenter avec les persistent subscriptions ou ce qu'ils appellent les competitive consumers, c'est que l'offset va être géré côté serveur. Ce qui fait que là, on peut commencer à implémenter des patterns, par exemple, de consommation de commandes, tels qu'on peut voir dans certaines applications de e-commerce, où on veut traiter par batch, par exemple, des achats de clients, et qu'on veut qu'il y a plusieurs workers qui bossent dessus et qui tirent autant d'events qu'ils peuvent chacun d'entre eux. Et ben, on peut aussi l'implémenter avec les persistent subscriptions. Et dans ce mode-là, effectivement, on peut avoir un modèle qui ressemble à peu près à ce qu'on peut avoir dans Kafka. Presque, parce que Kafka n'a pas une garantie d'ordre, alors qu'ici, on a quand même une garantie d'ordre dessus. Mais après, sur tout le reste, c'est vrai que c'est assez similaire. On peut très bien dire oui, j'ai reçu l'event, non, j'ai pas reçu. Si le serveur peut très bien dire ok, j'ai pas eu de confirmation que l'event a été consommé, donc je considère qu'il n'a pas été livré, donc oui, il va réessayer. Et c'est vrai que sur cette partie-là, ça peut ressembler effectivement à Kafka. Mais étant donné que Kafka n'est pas forcément une base de données, vu qu'il est, même si on peut le configurer pour sauvegarder les events, lui, il est vraiment orienté pour de la base de données, notamment par tous les outils qu'il y a à côté. Et donc, pour l'exemple que je voulais reprendre tout à l'heure, c'est que le truc qui est bien avec les souscriptions, c'est que si on a envie justement d'avoir différents modèles de lecture, par exemple, qu'on veut exposer à un moteur de recherche dans notre application, c'est que ce moteur de recherche qui va certainement utiliser Elasticsearch, on peut très bien faire en sorte qu'il y ait un module dans l'application qui fait une souscription de type catch-up, entre guillemets, qui va dire ok, à partir de tel moment, je veux que tu récupères tous les events qui sont apparus à partir d'un certain point. Et une fois que tu as rattrapé la fin du stream, tiens-moi au courant de toute nouvelle notification qui apparaît. Et du coup, vous pourrez mettre à jour, au fur et à mesure que l'application vit, mettre à jour les index de Elasticsearch et avoir des recherches qui sont toujours mises à jour. Donc, ce n'est pas comme dans d'autres systèmes où vous devrez faire du polling, par exemple, tous les 5, 10 secondes, peut-être, tous les 1 minute, dire ok, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau. Là, non, là, ça peut marcher totalement en mode push, si je puis dire, où on peut très bien être notifié de toutes les modifications qui sont arrivées sur le système, ce qui est extrêmement pratique, ce que j'ai utilisé chez pas mal de clients, notamment pour ces aspects-là d'ailleurs, la partie Elasticsearch et la partie Postgres. Voilà. Et donc, un autre avantage de passer par GetEventStore, c'est qu'il va fournir tous les outils nécessaires pour gérer les problèmes de race condition, parce que même si effectivement on a plus de notion de suppression de stream, modification de données, on peut toujours avoir des problèmes de race condition. Par exemple, imaginez que on a un stream qui va concerner par exemple les events relatifs à un client, par exemple, et qu'imaginez que, allez savoir pourquoi, peut-être une segmentation du réseau, peut-être on va recevoir l'event qui a passé commande d'un produit avant même d'avoir su l'event qui dit que le compte a été créé, par exemple. Ça pourrait arriver, par exemple, parce qu'on ne sait jamais. Si surtout on passe dans un système distribué, c'est possible qu'un des nœuds était beaucoup plus rapide qu'un autre et qu'on reçoit un event qui n'est pas dans un ordre synchronisé. Et bien, EventStore fournit tous ces outils-là pour nous. Alors, je ne dis pas que ça aurait été impossible de faire si on passait par une implémentation SQL et qu'on le faisait nous-mêmes. C'est juste que là, il le fait pour nous. Et du coup, ce système de protection est basé sur ce qu'il appelle les expected versions, donc les versions attendues. Et on peut très bien, par exemple, dire, OK, ajoute cet event uniquement si le dernier event du stream a tel numéro. C'est-à-dire que vous, dans l'agrégat, vous gardez à chaque fois la référence du dernier event que vous avez écrit et vous dites que si je n'ai pas ce numéro-là, ça veut dire qu'il y a un problème de concurrence. Et du coup, vous évitez de polluer votre application. Vous pouvez également dire ajoute cet événement-là uniquement si le stream n'existe pas. Ça peut être pratique justement pour contrer le problème que j'ai expliqué, que j'ai dit précédemment, qui est d'avoir l'event qui a
acheter une commande alors même que le client n'a pas encore eu la confirmation que son compte a été validé, par exemple. Et 2, c'est le fait qu'on s'en fout royalement de quel est le numéro de version et qu'on laisse le serveur déterminer quelle est la meilleure stratégie à adopter. Ce qui marche la plupart du temps, honnêtement. Donc la plupart du temps, on n'a pas besoin de s'en soucier, c'est seulement dans certains cas, on a besoin d'avoir ce contrôle sur cette information-là. Et donc, la connexion avec une base de type event source diffère quand même d'une connexion d'une base de données classique. Alors même si je prends en exemple que Get Event Store ici, mais généralement c'est quand même le cas de n'importe quel implémentaire d'event source, c'est qu'on ne peut pas, la connexion d'une base de données n'est pas la même si elle est de type event source qu'avec une base de données classique, dans le sens que si on a un système de souscription et qu'on a envie d'être notifié qu'il y a quelque chose qui s'est passé, on est obligé de maintenir la connexion active. Et donc dans le cas de Get Event Store, effectivement, c'est une connexion qui est full duplex et qui est maintenue pendant tout le long de l'application. C'est-à-dire que jamais on va dire à la connexion de se fermer. Ce qui est du coup un contraste avec une base de données classique où on va ouvrir une connexion dès qu'on a envie de faire quelque chose et une fois qu'on a fini, on va dire ok j'ai fini, ferme la connexion. Ce n'est pas le cas. Et deuxième aspect, c'est que la connexion est parfaitement thread safe. C'est que vous pouvez la balader dans toute l'application, il n'y a absolument aucun problème. C'est le driver, c'est le client qui va s'occuper de gérer les problèmes de synchronisation et du coup vous pouvez la partager dans toute l'application. Il n'y a absolument aucun problème. Le deuxième, c'est que il y aura certainement des déconnexions qui surviennent pendant l'application. Le client fait en sorte de se reconnecter de lui-même. En tout cas, il fait son mieux pour le faire. Voilà. Et toutes les opérations qui sont sur des opérations de type event source sont naturellement asynchrones. C'est-à-dire que lorsqu'on veut ajouter un event, on n'attend pas forcément, on va pas forcément bloquer le thread que c'est arrivé. Par contre, effectivement, on peut quand même demander d'être confirmé que l'opération s'est bien passée, mais c'est pas une obligation. C'est-à-dire que de base, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement asynchrone. Donc ça, c'est les principales différences. Et du coup aussi, si vous voulez avoir plus d'informations sur la base de données en question, donc vous pouvez juste aller sur geteventstore.com et vous pourrez voir du coup des informations plus en détail, notamment le détail des API, les différents clients. Alors moi je parlais que des clients que moi j'ai parce que bon ils ont des clients mais je m'en souviens pas forcément de qui ils ont, mais je sais que pour fait qu'il y a made.com qui utilise cette base de données là, donc je ne sais pas si vous connaissez made.com, si vous achetez des fois des meubles sur internet. Et aussi ils utilisent Haskell, made.com, ils utilisent mon driver pour un de leurs services qui gère, je crois que c'est 2 millions d'events par jour, je crois, ou un truc comme ça. Donc en tout cas, ça marche. J'ai entendu parler aussi que cette base de données était utilisée dans un casino en ligne, mais que ce casino ne voulait pas donner le nom pour ne pas donner d'avantage à la concurrence. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je crois personne qui me l'a dit, parce qu'il a souvent des bonnes sources. Et donc, les comparaisons avec les applications classiques, c'est que, comme j'ai dit initialement, c'est que dans une application classique, l'état applicatif est stocké dans la base de données. Ce qui a un énorme problème, c'est que c'est lorsque finalement on s'aperçoit que l'état, on va dire qu'on a une nouvelle, on a une nouvelle demande du client et il dit ok, je veux exactement ce que je veux exactement ce qu'on a avant, mais je vais rajouter seulement 2 petites nouvelles informations en fait. Mais que ces 2 petites informations font en sorte que ça casse tout le système. Je pense que ça vous est déjà arrivé au moins une fois et que du coup on est obligé de soit tout refaire, soit de faire une migration de base de données. Je ne sais pas combien ici on fait des scripts de migration de base de données, mais généralement ça passe. C'est généralement pas, on va dire, on ne se sent pas forcément très rassuré quand on le fait. Et c'est le principal problème de stocker l'état applicatif dans le système, c'est si on veut faire une migration de base de données, on est vraiment en train de transpirer tellement qu'on a peur de casser quelque chose, parce que va savoir si on n'a pas justement caché le système en changeant soit une valeur ou soit on a oublié de renommer une certaine table. Enfin, tout peut être cassé. 2, on est aussi lié à une technologie également. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément une correspondance 1 à 1 en changeant de technologie. C'est-à-dire que des fois, on peut rester sur un modèle de base de données juste parce que la nouvelle version ou une autre version qui est meilleure n'est pas forcément en adéquation à ce que nous, on utilise en interne, ce qui n'est pas forcément terrible si on veut rester compétitif. Les changements sont très onéreux, comme j'ai dit, c'est que vu que, par exemple, on peut avoir une grille de lecture sur une application dont l'état est stocké dans la base de données. Par exemple, si on parle des informations qui sont affichées par exemple d'un utilisateur dans une application de gestion classique,
qui est stocké dans une base de données relationnelle classique, ça peut arriver souvent que un autre métier demande d'avoir des informations sur le compte qui veulent exactement les mêmes informations, mais qui veulent des informations en plus. Bah, très souvent, ce qu'on fait, c'est que soit on va créer une nouvelle table pour le faire, ou on va faire soit une nouvelle jointure pour dire « Ok, ça c'est le compte qu'on connaît tous, et la nouvelle table avec les informations étendues ». Le problème, c'est lorsque plusieurs entités différentes veulent avoir leurs propres informations affichées en fonction de qui interroge la base de données, et c'est là que ça devient le foutoir, en fait. Donc c'est pour ça que, généralement, les applications traditionnelles, lorsqu'elles sont basées sur une représentation de l'état du système dans la base de données, ont des coûts de changement extrêmement onéreux. C'est que chaque changement peut soit se solder par une duplication, soit par le manque de composabilité avec d'autres composants, ce qui représente à chaque fois une perte de temps. Deux, c'est la testabilité est très faible. Une des features qui a été extrêmement appréciée d'un de mes anciens clients, il y en avait deux à vrai dire. C'est que la première, c'était de pouvoir vérifier que par exemple dans un système d'event source, on va avoir une version 1 d'un système, on va lui passer un ensemble d'events par exemple, et on s'attend à des events de sortie. Pour savoir si la nouvelle version a des régressions, on a juste finalement à repasser le même event, voir si on a le même event en sortie. Si les deux matchent, on peut considérer que du coup qu'il n'y a pas eu de régression sur la migration du code. On ne peut pas avoir ce genre de fonctionnalité avec une base de données classique. Très difficile de déterminer si les changements sont équitables. Parce qu'on ne peut pas juste faire « compare-moi toute la base de données et regarde si tout est égal ». Très difficile à faire. Alors qu'avec une base de données event sourcée, on peut très bien dire « Ok, je compare tous les events. Est-ce que les events sont les mêmes? Est-ce que j'ai les mêmes comportements en sortie? Oui. Ok, très bien, je peux garantir alors que je n'ai pas de régression. » Le deuxième, c'est le fait que, bon, j'imagine aussi qu'on doit avoir ça en commun, c'est imaginez par exemple qu'un des décideurs arrive et vous dit « J'aimerais bien avoir un nouveau rapport qui maintenant aura cette règle métier-là ». Très souvent, lui, il s'attend que finalement que ce rapport-là pourra uniquement être généré avec les informations qu'on a d'aujourd'hui en fait. C'est qu'on n'a pas ce côté rétrospectif pour dire « Ok, très bien, qu'est-ce qui se passerait si cette règle, on l'avait implémentée dès le début de l'application ?» Et ben, c'est quelque chose qu'on a pu faire avec un client. Et initialement, il ne pensait pas que c'était possible, à vrai dire, et je lui ai seulement dit, ben, tu sais, on peut très bien appliquer la nouvelle règle métier en repartant sur l'application depuis le jour J où elle a été créée. Parce que vu qu'on a juste stocké des events, on pouvait très bien faire une nouvelle grille de lecture, on pouvait très bien relire les events depuis le début, appliquer ces nouvelles règles métier et voir ce qu'on avait en sortie, en fait. Il était extrêmement content. Et on va dire ça m'a également confirmé, ça m'a aussi confirmé que je pense que c'est la meilleure façon de faire également. Mais après ça, je vous laisse en juger. Et du coup, on a aussi une perte de données dans les applications classiques, ne serait-ce parce que je pense qu'ici encore, il y a des gens qui font des updates ou qui font des deletes, j'imagine. Et qu'est-ce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui vous a dit que la donnée que vous avez supprimée ou modifiée, vous n'allez pas en avoir besoin dans 10 ans, par exemple? Personne ne sait, honnêtement. On le fait, on dit, OK, c'est pas très grave, mais rien ne dit que finalement, dans 10 ou 15 ans, cette donnée-là, finalement, elle était importante. L'avantage de passer par l'event sourcing, c'est que finalement, vu qu'on supprime rien, on perd rien. Et c'est avant tout ça le message que je voulais faire dans cette présentation, c'est ne prenons pas le risque de supprimer des données en disant « Ah, on n'a pas besoin de ces données, on la supprime ». Parce que rien ne nous dit que dans 5 ans, ces informations-là, notre entreprise n'en aura pas besoin ou peut-être ne pourra pas inférer à nouveaux patterns de clients ou un pattern d'achat juste parce que finalement, à ce moment-là, on n'avait pas les outils de le faire en fait. Ça ne coûte strictement rien de garder toutes ces données-là et de les garder, on ne sait jamais pour plus tard, quoi, honnêtement. À l'heure où le giga coûte même pas 4 microcentimes de dollars, honnêtement, ça vaut absolument pas le coup de tout supprimer juste pour finalement économiser quelques kilo-octets. Voilà. Je crois que c'est tout. Donc, est-ce que vous avez des questions? Ouais. Alors, le principal... SDB. Ah, alors, je ne ferai pas de comparaison dessus parce que je ne suis pas assez renseigné sur les time series. Ah, pardon. La question, c'était de faire une comparaison entre les time series de database et Kafka et Get Event Store.
Je ne m'avancerai pas sur les time series parce que je n'ai pas étudié la question, donc je n'aurais pas indiqué des erreurs. Par contre, pour Kafka, c'est que de base, Kafka n'est pas une base de données en fait. Donc c'est juste un... Bon, certains ne vont pas être d'accord avec moi, mais pour moi, je le considère plus comme un bus de messages. Et il y a des garanties qu'il ne va pas nous fournir, qu'il n'y a pas à fournir que Get-Event-Store va fournir, notamment l'ordre. C'est-à-dire que Kafka ne garantit pas l'ordre. Il garantit la livraison du message, mais il ne garantit pas l'ordre. Et surtout, de base, il ne stocke pas les messages qu'il doit redistribuer. De base, il les supprime au bout d'un moment. Alors ça peut être configuré dans les réglages pour dire de les garder, mais ce n'est pas son mode de fonctionnement normal. Du coup, du Kafka avec du HBase, par exemple? Bah, pourquoi pas? Mais ouais, bien sûr, pourquoi pas? Mais bien sûr. Alors la question, je vais essayer de répéter. La question, c'est est-ce qu'on pourrait avoir les mêmes résultats en faisant la même fonctionnalité qu'on a avec Get-Event-Store, avec du HBase et du Kafka? Techniquement, oui. Le truc, c'est qu'il faudra quand même faire du code pour arriver à ça, quoi. Donc, qui va maintenir ce code? Ce sera vous. Et généralement, un code qui est sûr, c'est un code qui n'a pas été écrit. Personnellement, je ne fais pas confiance du code que j'écris, donc je préfère pas l'écrire, personnellement. Voilà. Je préfère écrire le moins de code possible, surtout pour ce genre de choses, honnêtement. Parce que pour Kafka, il faudra gérer les offsets, même pour les souscriptions. Les offsets de base sont gérés par le client, mais c'est quand même chaud, parce qu'entre-temps, c'est pas que Kafka lui-même, ça va être Zookeeper qui va garder les offsets, donc du coup, il faudra interroger avec Zookeeper pour savoir quel est l'offset de tel ou tel client. Ça commence vraiment à être difficile à gérer. Et après, il y a tous les aspects d'accès concurrent et d'expected version que j'avais parlé, qu'il faudra du coup implémenter avec HBase. Je dis pas que c'est impossible, hein. Je dis juste que c'est vachement de boulot alors qu'il y a le truc qui est déjà disponible. Mais ça, c'est mon opinion. Oui. J'utilise beaucoup les bases de données classiques, on va Oui. dire. Et en fait, il y a un truc que j'arrive pas à voir dans ma tête, c'est il y a une table par string ou une seule table unique Ok. Alors, je vais essayer de reformuler la question. Oui. Alors, la question, c'était si on devait faire une comparaison entre l'event sourcing et les bases de données relationnelles, est-ce qu'on pourrait se dire qu'une table correspond à un stream? C'est bien ça? Non, en fait. L'idée, c'est de... Si ça scie la façon dont fonctionne l'application, pourquoi pas? Mais en fait, il n'y a pas de règle qui dit une table est égale à un stream. Par exemple, si je prends ce que j'ai dû faire dans mes expériences passées, bah, par exemple, c'est que j'avais... c'était bien avant qu'il y ait le système de projection dans Get-Event-Store, mais c'est que par exemple, pour avoir des comptes utilisateurs, j'avais un stream qui s'appelait users avec un S et qui indiquait toutes les créations, suppressions d'utilisateurs. Et du coup, quand je lisais ce stream, je pouvais savoir quels étaient les nouveaux utilisateurs, entre guillemets. Et quand j'avais un event qui disait un nouvel utilisateur a été créé, ben je lisais un stream qui s'appelait user, avec l'ID de l'user en fait. Mais ça, c'était moi. Maintenant, je ne le ferai pas comme ça, maintenant, vu qu'il y a un système de projection maintenant, et du coup, j'aurais fait ma projection moi-même dans la base de données, et qui m'aurait dit, voilà, les utilisateurs, prends-les. Mais non, il n'y a aucune obligation qui dit un stream est égal à une table. Ouais, c'est vrai que c'est difficile de dire est-ce qu'on pourrait arriver à une sorte de schéma global, mais non, l'idée, c'est mieux de se dire que ça dépend de l'application. Si par contre, vous trouvez que c'est vachement plus simple de penser comme ça dans l'application dont vous êtes, bah, faites-le. Si finalement vous voyez que non, ben le faites pas. C'est l'idée. avec votre expérience, c'est plutôt une table. Non, d'expérience non. D'expérience vraiment non. D'ailleurs, même la notion de table disparaît parce que au final, on s'aperçoit que le problème avec une table, alors c'est pas pour dire que j'aime pas les bases SQL, hein, je pense qu'elles sont très utiles dans un domaine bien particulier, mais que très souvent, ça dépend énormément du domaine d'application du système. Si c'est un système où il y a énormément d'entités qui ont des liens, qui ont des relations entre eux, effectivement, généralement, la base de données SQL est vachement adaptée dessus. Par contre, dès qu'on est dans un système qui est beaucoup moins cadré, avec pas forcément des frontières bien définies, une base NoSQL généralement fait mieux le travail. Et du coup, le fait que dès le début, on ne va pas forcément essayer de trouver un sens à ce qu'on veut sauvegarder, mais plutôt essayer juste de dire ok, voilà, j'ai de la donnée et on va voir après comment j'interprète, fait qu'on n'a pas forcément ce lien table stream en fait. On se dit ok, j'ai de l'information et je vais essayer d'en faire quelque chose en relisant le stream depuis le début. Et généralement ça marche très bien comme ça. Donc il y a vraiment un petit côté,
ça fait pas très, on va dire ingénieur, mais il y a quand même vachement le côté feeling. Je sens que c'est comme ça que c'est plus plaisant d'exploiter la donnée, du coup je le fais comme ça en fait. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de données empiriques qui diraient ça c'est la meilleure façon de le faire. C'est vraiment par rapport au feeling de l'application, comment on ressent la solution en tout cas. Oui. Souvent dans les exercices d'event sourcing, Oui. on voit que les implémentations sont d'un niveau d'abstraction un peu plus complexe Oui. que l'habituel. Oui. Est-ce qu'on dirait qu'on mettrait de l'event sourcing pour une équipe de développeurs normale? Ah, on parle de niveau... Alors, donc la question, il faudrait que je la reformule, c'est... Oui, alors, c'est que si on considère, si on se base en tout cas de votre expérience, c'est que apparemment les implémentations d'event sourcing, de code d'event sourcing de base sont plus complexes en général, est-ce que ce serait une bonne idée de l'introduire dans une équipe qui n'aurait pas forcément une expérience importante? Alors, j'avoue que ce n'est pas l'expérience que moi j'ai eue, à savoir de trouver les implémentations complexes. Après, c'est peut-être lié au langage initial que j'ai utilisé pour faire l'event sourcing. C'est vrai que je suis venu de l'event sourcing d'Haskell et pas forcément de Java, pas forcément d'autres langages. Donc, je ne sais pas effectivement comment ça a été présenté dans ces langages initialement. C#. Alors, si c'est C#, j'imagine que ça va être sur les papiers de Greg Young alors. Ok, donc là on a une base de communication. Okay. Alors effectivement, mais Greg Young il dit bien exactement qu'il y a pas mal de code qu'il écrit, mais il appelle ça juste c'est du boilerplate nécessaire en fait. C'est que effectivement ce code sert à rien, mais il faut juste le faire. Mais en fait il avoue plus tard que c'est juste une limitation du langage en fait qui l'oblige à écrire ce code-là. Notamment au niveau des handlers où il va avoir pas mal d'interfaces. Il va appeler ça comment? Il va appeler ça event handler, je crois. Il va les faire génériques. Après, il y aura une fonction handle. Après, il faut qu'on implémente une interface qui sert juste là de tag. Genre, ça va s'appeler event, par exemple. Et effectivement, un handler va être une fonction qui va pouvoir prendre en compte un objet de type T qui implement event. Donc, effectivement, ça, c'est une limitation du langage. Il l'a avoué lui-même. C'est vrai que sur un langage que je dirais beaucoup plus accommodant, on va dire. Oui, par exemple, soit Scala ou même, j'allais dire Haskell, mais bon, je ne vais pas non plus faire du prosélyte à ce niveau-là. Mais même Scala, effectivement, en Scala, effectivement, ça aurait été beaucoup moins verbeux. Et je ne l'aurais pas forcément fait comme ça. Mais même lui, il a dit que, par exemple, si on le fait en F#, il a des exemples en F#, c'est pas aussi verbeux en F#, par exemple. C'est beaucoup plus accommodant en F#, parce qu'effectivement, essentiellement, c'est vachement orienté sur la progression fonctionnelle. Donc forcément, si on a un langage fonctionnel, ça le fait pas mal. J'en ai vu par exemple en JavaScript. Et bon, forcément, vu qu'il n'y a pas les types, donc forcément, il y a beaucoup moins de verbosité. Et effectivement, c'est pas aussi verbeux au niveau du code. Donc du coup, c'est juste une limitation c'est juste, on va dire, pas dire une limitation du langage, mais c'est juste un prix à payer parce que le langage est verbeux en fait. Mais sinon, au final, l'exemple n'est pas si complexe. Il y a beaucoup de code à générer malheureusement pour satisfaire le compilateur qui n'est pas très évolué. Donc, voilà. Y a-t-il une autre question? Oui. Avec Get Event Store, comment on peut faire les évolutions d'events? Ah ouais. Alors là, c'est même pas propre à Get Event Store pour le coup, c'est pour n'importe quelle base de données event sourcing. Donc la question c'était comment on gère les évolutions d'event dans une action d'event source. Alors ça c'est une question que je vais donner une réponse, mais ça c'est ma réponse que j'ai maintenant. Ça se trouve tu vas me revoir dans 5 ans, j'aurai une réponse différente. Mais la base est la même, c'est que très souvent on va faire ce qu'on appelle du versionnement d'event en fait. C'est qu'on va rajouter soit dans les métadonnées de l'event, soit dans l'event directement, on va indiquer un numéro de version. Certains de mes collègues, ils mettent carrément le SHA-1 du commit qui a été utilisé pour la mise en production, par exemple, et ils le collent dans l'event, comme ça ils disent « Ok, ça c'est la version temps qui a été en production, et donc du coup, si ça diffère de cette version-là, c'est-à-dire que c'est une version qui est ancienne, et du coup, on va rappeler l'ancien handler pour prendre en compte l'ancien event, en fait. »
Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est c'est versionner ces events de manière à pouvoir, lorsqu'on désérialise les events, dire « Ah, très bien, c'est la version 1, ben, appelle ce code-là. C'est la version 2, ben, appelle ce code-là. » Donc l'idée, c'est versionner juste ces events. Donc effectivement, ce n'est pas un aspect que j'ai discuté, parce que c'est vrai que c'est un point qui est plus... on va dire ça, c'est qu'on a déjà le code d'event source chez nous et que du coup, là, on a déjà des problèmes d'évolution. Et effectivement, moi, ma version à l'heure actuelle, c'est ça, c'est de mettre en place un système de versionnement des events. Donc je ne sais pas si ça te convient comme réponse ou si c'est ce que tu fais, mais en tout cas, moi, c'est ce que je fais. On avait choisi plutôt de réécrire des outils. Ah, bah, moi, je préfère pas toucher parce que je me dis, je perds rien. C'est ma vision des choses et je me dis que rajouter juste un numéro de version, ça coûte pas cher. Ça coûte cher au niveau du code, en fait. Avoir version 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, mais c'est une complexité qui est naturelle. C'est-à-dire que c'est pas une complexité qui est rajoutée parce que ça a été mal pensé. C'est juste qu'on est à un moment donné de l'application, ça avait du sens. Et qu'à un instant t plus 1, le sens n'est plus le même, mais ça n'empêche pas que si on se met avec la lentille du moment, ça avait parfaitement du sens. Donc je suis d'accord, ça fait une complexité sur la gestion du code, mais c'est pour moi une complexité naturelle. C'est pas de la deck technique, entre guillemets. C'est pas du code qui est pourri, qu'on a mis juste parce qu'on n'avait pas le temps de corriger le problème. C'est juste que le programme a changé, on a juste changé d'idée, mais c'est un fait qu'au moment où l'event a été créé, ça avait parfaitement du sens en fait, de le laisser ainsi. En fait. Et c'est ce qu'on voit dans d'autres applications, hein, je veux dire, c'est... est-ce que j'ai écrit le bon mot de passe? Non, je n'ai pas écrit le bon mot de passe, mais si on regarde, par exemple, les documents DocX, ou le doc de Microsoft, ils n'ont pas dit, bon, DocX est sorti, bon, maintenant, on prend plus en charge, on va réécrire les fichiers doc et transformer en DocX, quoi. Ils ont dit, bon, on laisse les docs, on va juste les lire, quand on voit un doc, bon, on va le lire à l'ancienne, et si on voit un nouveau, bon, on le lit à nouveau. Est-ce que c'est de la complexité? Peut-être dans le code qui va charger, mais finalement, c'est une complexité qui est ce que j'appelle moi naturelle. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que le code n'est pas correct, c'est juste que l'application a juste évolué, quoi. C'est tout. Voilà. D'autres questions? Ah, ok, bon, ce sera une dernière question. Est-ce que GetEventStore permet de faciliter la gestion de snapshots? Alors, oui. Alors, est-ce que la question, c'est est-ce que GetEventStore permet de gérer la notion de snapshot? Oui, on peut faire des snapshots. Après, personnellement, j'en fais pas. Parce que je trouve que faire des snapshots, ça revient un peu également à faire de la migration de base de données parce que on va s'arrêter à l'idée de la snapshot, c'est que finalement, on va dire, OK, à partir de l'event n, que j'ai décidé de façon totalement arbitraire, eh ben, je vais dire que mon système, maintenant, tous les events qui viennent avant n n'ont plus de valeur. Donc l'idée, c'est soit on va serialiser l'état du système à ce moment-là et dire, voilà le point de départ de l'état du système, et maintenant, on part qu'à partir de l'event n pour reconstruire l'état au fur et à mesure. Le truc, c'est que c'est pareil, comment on peut être sûr qu'à partir de ce moment-là, c'était vraiment le bon moment de le faire? Est-ce que ces données que j'ai mises en snapshot, est-ce que dedans, il n'y avait pas des events qui m'intéressaient 5 ans plus tard? On peut très bien les garder, ça c'est vrai, on peut très bien les garder et les mettre de côté. Mais pour moi, le vrai problème, c'est plus le fait que gérer des snapshots, ça revient quasiment à gérer des migrations de bases de données pour moi. Ça, c'est un avis personnel. Mais oui, il le gère. C'est qu'en gros, GetEventStore a une interface web. On va dessus, on peut très bien dire, il me semble que sur la partie admin, il me semble qu'il y a une snapshot dessus. On clique dessus, ça fait une snapshot. Oui. Non, parce que peut-être la question est plus intéressante encore. Si on peut se passer un snapshot, Ouais. comment tu gères la performance dans le temps? Ok. Alors, la deuxième question, c'est comment gérer la performance dans le cas où on a énormément d'events et que ça prendrait du temps à charger. C'est une question qu'on me pose souvent, parce qu'on me l'a posée encore aujourd'hui. Pour moi, il y a deux problèmes. Le problème, c'est qu'est-ce qui est le plus problématique? Est-ce que c'est un programme qui est lent, mais on ne sait pas pourquoi, ou un programme qui est lent, mais on sait pourquoi? Ça a la logique, finalement. On dit, le plus important, c'est on sait qu'il est lent, pourquoi? Mais c'est pareil que si on disait, ok, mon programme, il est super rapide, mais je ne sais pas pourquoi. C'est pareil, c'est aussi problématique. Là, si on sait qu'il est lent, mais parce qu'on sait qu'il est lent, parce qu'il y a beaucoup de choses, le problème, il est simple. On rajoute juste plus de processeurs, en fait. C'est aussi simple que ça, quoi. Et étant donné que
l'ajout d'un processeur coûte vraiment moins cher que tous ces snapshots, parce que ça, il faudra le gérer dans le code, je veux dire. Il faut gérer la snapshot dans le code. Du coup, c'est du code à écrire, du code à tester, du code à maintenir. Et comme j'ai dit avant, je préfère ne pas avoir à maintenir du code. Donc le mieux, c'est de ne pas écrire du code qui n'a pas besoin d'être écrit. Donc personnellement, je préférais la solution qui dit je garde tout, si c'est lent, je rajoute un processeur plus véloce. Et honnêtement, qu'est-ce que c'est lent? On parle de quoi? On parle d'une application qui prendrait quoi? 10 minutes à charger? Un quart d'heure à charger? 15 minutes à charger? 1 heure à charger? L'Apple Store, il prend combien de temps à charger quand il se met à jour? Des fois 1 heure, 1 heure et demie. Ah, sérieusement, c'est... Moi, je pense que ce serait un prix à payer pour moi. Honnêtement, je serais largement OK à payer un temps de chargement d'1 heure si je sais que finalement, je n'ai pas besoin d'écrire du code que je vais devoir maintenir, tester jusqu'à la fin de l'application. Ou au pire, comme je disais initialement, de prendre un processeur plus rapide et de profiter de ces nouvelles innovations que les fondeurs nous proposent à chaque fois, à chaque itération de leur puce, quoi. Je serais parti dessus, personnellement. Voilà. Ok, très bien, bah, c'est fini. Ah, bah, de rien. Ah, merci. Bien, merci aussi.